Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. Suite de nos Power Rankings, on change un peu l'équipe. Paul Perardel est avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Paul ? Super content de revenir en cette nouvelle année et on va attaquer fort, je crois, aujourd'hui. Effectivement, puisqu'on commence à rentrer dans les choses sérieuses, on va avoir des gens qui ont fait des podiums, des gens qui ont gagné dans cette décennie des années 2010. Alors on rappelle juste vite fait comment on a fait ce classement. Tout le monde a voté dans l'équipe, les 6 membres, et on a pris uniquement les performances de 2010 à 2019. Ce qui s'est passé avant ne compte pas, ce qui s'est passé hors F1 ne compte pas, uniquement en F1 sur les années 2010. Et on commence tout de suite avec la 40e position de notre top. Stoffel Vandoorne. Alors Stoffel Vandoorne qui avait fait une excellente carrière avant la F1, notamment champion de GP2 en 2015, et puis qui une fois arrivé en F1, Paul, ça a été un peu plus compliqué. Et oui, effectivement, Stoffel Vandoorne, c'est le mec qui a été exemplaire du début du début de sa carrière au début de sa carrière en F1. Il a été top partout, on va pas refaire tout le classement, mais vous savez que Vandoorne, c'était le mec en plus qui a été ballotté un peu par vent et par vent par McLaren. Et malgré tout, il s'est toujours accroché, il a toujours été là, il a toujours fait le boulot, et il l'a bien fait, et jusqu'à son arrivée en F1. Et effectivement, et là, des mauvaises performances battues par Alonso au long des 2 saisons. On se souvient qu'en 2018, Alonso lui met un 21-0 en qualification, quand même. C'est assez improbable. Et il est arrivé dans une écurie qui n'était pas très en forme. Le McLaren Honda des années 2010, c'est quand même un peu la galère. Et ça l'a fait chuter, ça a fait même chuter sa cote de popularité, parce qu'aujourd'hui, finalement, Vandoorne, on ne trouve pas que c'est un excellent pilote, alors qu'à l'époque, c'était quand même une star. Au moment où il est arrivé en F1, c'était un futur grand. C'est ça, donc on lui souhaite bon vent en Formule I, où il travaille maintenant avec Mercedes, donc pas de doute sur le fait qu'il aura du matériel compétitif, et puis on espère, comme tu dis, qu'il va pouvoir rebooster sa cote de popularité. Effectivement, ouais. Alors on passe à la 39e place de notre classement, c'est Raïm Alguersuari, le pilote espagnol, qui est arrivé par surprise en F1 au milieu de l'année 2009, qui est resté 2 saisons dans les années 2010 et 2011, et qui finalement est devant Vandoorne dans notre classement étonnamment, mais bon, c'est un peu le même niveau, sauf qu'il n'avait pas la même carrière avant. Oui, c'est un peu le jeu des votes, hein, et de l'équilibrage qui se fait à la fin. Voilà, on rappelle la thématique aujourd'hui de la vidéo, c'est un peu ces pilotes qui se sont retrouvés là, surtout parce qu'ils avaient du fric. Et on rappelle, Alguersuari, c'est un petit gars qui est arrivé là grâce à papa, qui est un magnat de la presse espagnole, un multimillionnaire, beaucoup de fric. On va pas dire qu'il a acheté sa place chez Red Bull, mais globalement, il a contribué quand même, je pense, à une bonne part du financement, ce qui a fait assurer sa présence. Oui, tout à fait. Hein. Son père s'est jeté sur le fait qu'il soit champion de F3 britannique en 2 minutes à une époque où c'était un championnat relevé pour pousser envers Red Bull, pour le foutre en F1 dès 2009. Et puis, il est resté dans l'ombre de Sébastien Buemi ces 2 saisons. Et puis, même sa carrière après la F1, hein, ça n'a pas duré longtemps. Formule E, Stock Car Brésil, et puis retraite à seulement 25 ans pour devenir DJ. Une carrière un peu bizarre de Raïm Alguersuari qui est un peu un personnage lunaire dans l'histoire de F1. On n'en a pas vu souvent des comme ça, hein, qui se barre aussitôt après. Il ne restera pas dans les annales, on peut le dire. C'est ça. Un cas beaucoup plus problématique à la 38e position, Robert Kubica. Comment, Paul, on peut présenter les années 2010 de Robert Kubica ? Eh ben, c'est sans doute le plus compliqué, effectivement, puisqu'on se souvient peut-être assez peu maintenant aujourd'hui, mais début 2010, Kubica, c'est Renault, c'est des podiums, c'est un hypothétique contrat avec Ferrari pour enchaîner derrière. Voilà, c'est un peu l'étoile montante début 2010. Et puis ce terrible accident en rallye, hein, qu'on va pas rappeler, que tout le monde connaît maintenant, je pense que tous nos auditeurs connaissent. Et puis ensuite un retour dans les années 2016-2017, un peu marketing avec Renault F1 qui dit regardez, il revient, il est avec nous, on l'aime, il est là. Et puis pour finir avec le retour, hein, l'année dernière, Kubica qui rachète un peu son baquet avec Williams grâce au pétrodollar d'Orlen, une entreprise polonaise du pétrole justement. Et puis en même temps, Williams qui surfe sur le côté marketing lancé par Renault en disant regardez, il est là, il revient en F1 avec nous, pour un résultat qu'on connaît, hein. Je pense que la comparaison avec George Russell a quand même fait mal.
Effectivement, alors que Kubica en 2010, tu l'as dit, c'est un excellent pilote, on lui voit un brillant avenir. Même ses performances en rallye au début, il est champion du monde de WRC2 quand même lors de son retour, c'est preuve qu'il avait toujours un coup de volant, mais trop d'années sans F1, pas seulement un manque de coup de volant, mais aussi un manque d'adaptation à ces nouvelles technologies, il l'a reconnu lui-même et finalement, est-ce qu'il aurait dû revenir ou est-ce qu'il entache sa carrière? Est-ce qu'il aurait été plus haut dans notre classement s'il était parvenu? Peut-être. C'est aussi ça, Robert Kubica, mais il l'a tenté et bravo à lui pour cette tentative de retour. C'est ça. Une place plus, on retrouve Timo Glock, l'Allemand, qui aura connu une carrière en F1 un peu caboteuse dans les années 2010. Il aura tenté le pari Virgin Racing, qui n'aura pas du tout marché, Paul. Et oui, Virgin Racing, c'est pour nos plus jeunes auditeurs qui ne le savent pas, c'est ces 3 petites écuries, Caterham, Virgin et HRT, qui sont engagées en 2008 ou 2009, je sais plus. 2009, c'est ça. Et qui font leur début en 2010, ouais. Qui s'inscrivent pour la saison 2009. C'est ça, et qui n'ont jamais rien fait, en fait. Jamais rien fait, à part Marussia, la descendante de Virgin, qui a fait quelques coups d'éclat grâce à Bianchi notamment. Timo Glock, voilà, c'est un peu le papa qui surfe sur ses années Toyota et qui se dit allez, on va essayer de prolonger un peu le plaisir, et voilà, qui finit sa carrière en F1 en sortant par la petite porte, et puis ensuite quelques coups d'éclat là aussi encore en DTM, mais voilà. Il se retrouve un peu là, il avait quelques sponsors, il avait montré qu'il avait un peu de coup de volant, il a trouvé justement du coup son baquet. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Timo Glock. Oui, voilà, c'est que pendant ses 2 premières saisons chez Virgin, il aura dominé des coéquipiers que sont D'Ambrosio et Di Grassi assez facilement. Et puis lors de sa 3e saison, quand tu te fais battre par Charles Pic, t'as plus ta place en F1, bien évidemment. Ça c'est évident. Hein. Ouais, on est d'accord. On parlait tout à l'heure de George Russell, il est dans notre classement, juste au-dessus de Timo Glock. Alors George Russell, c'est bien évidemment compliqué de juger sa carrière en F1, mais son début de carrière, tout sport auto confondu, est excellent. Voilà, c'est lui pour le coup, je pense qu'il a été noté, en tout cas moi, comme je l'ai noté, il a encore un potentiel. Bien sûr que sa saison chez Williams c'est catastrophique, il est tout le temps en fond de grille, il peut rien faire, mais en même temps, la Williams c'est plus qu'une catastrophe, c'est aller nulle part en 2019. C'est du GP2 presque, de la F2, donc clairement, pour moi, il est à cet endroit-là parce que il monte, qu'il a plein de promesses, mais comme on l'a vu et comme on le verra, la F1 est faite de beaucoup de carrières brisées, de jeunes à grand potentiel qui n'auront jamais éclos. Et c'est parce qu'on lui souhaite, mais pour l'instant, il est toujours dans cette position de grand potentiel. Et voilà, et c'est pour ça qu'il est à cette position aujourd'hui. Oui, et puis il a un contrat de longue durée chez Williams, donc on verra véritablement pour la suite. Mais tu l'as dit, il ne faut pas non plus qu'il s'éternise dans cette écurie. C'est ça. À la 45e place, on retrouve Lance Stroll. Alors, premier cas très épineux, puisque Lance Stroll, entre nous, on l'a voté de la 25e à la 43e place. Et Lance Stroll, finalement, qui divise toujours autant, Paul. Eh bien, c'est ça, en fait. Lance Stroll, c'est un pilote qui l'a montré en course. Il a une vitesse de pointe, il peut claquer des temps, il peut faire des gros résultats. C'est quand même le dernier podium de Williams. Ça fait un petit peu mal, mais voilà, c'est un gars qui a montré qu'il a une bonne vitesse en course. Et par contre, à côté, on a parlé notamment en qualification, il le reconnaît lui-même d'ailleurs, en qualification, qu'il y a encore beaucoup de boulot. En termes, je pense aussi, d'un point de vue médiatique, c'est un gars où il souffre de l'image de son père. Un grand mania, oui. Ouais. Un grand mania qui a, par exemple, on en parlait, le rachat de Force India en fait, il paye un peu cette image-là où son père en a peut-être un peu trop fait. C'est-à-dire que oui, de toute façon, la plupart des pilotes de F1 aujourd'hui sont là parce qu'il y a de l'argent derrière. Mais racheter une équipe, même si c'était sans doute un joli coup de la part du père Stroll, je pense que ça ternit l'image de Stroll qui était déjà là en tant que fils à papa, qui avait déjà cette image-là. Et aujourd'hui, ton père rachète une écurie de Formule 1, ça la fout mal un peu quand même pour toi, quoi. Et puis c'est surtout son envie de toujours se montrer, de toujours gouverner, où c'est très compliqué de vivre avec pour Lance Stroll. Et tu l'as dit, il faudra qu'il s'améliore en qualification pour vraiment qu'on arrête de le prendre pour un simple pilote payant. Et s'il devient un peu plus complet, peut-être qu'il sera plus crédible, mais ça va être, les 2 prochaines années vont être assez cruciales pour l'ami Lance Stroll. C'est ça. Alors tout à l'heure, on parlait avec Stoffel Van Dorn d'un jeune pilote assez lisse et irréprochable. Passons à Pascal Wehrlein à la 44e position, qui
a clairement toujours un potentiel, mais qui n'en reverra jamais à la F1 parce que c'est une tête brûlée, parce que c'est un peu une tête de con aussi. Voilà, mettons les vrais mots. Hein. On parlait de George Russell, voilà, de ces pilotes qui avaient un énorme potentiel en F1, qui auraient pu marquer le sport et qui, pour des raisons X ou Y, se retrouvent sur la touche. Et ben voilà, Verlaine, c'est le premier exemple. Hein. C'est le futur c'était le futur de Mercedes. C'était le pilote qui était censé arriver, sans doute qu'aurait pris la place de Bottas aujourd'hui. Hein. On n'aurait peut-être jamais vu Bottas si Verlaine était resté. Mais seulement, comme tu l'as dit, c'était une tête de con. Et ça lui a desservi au point qu'on lui dise, qu'on lui claque la porte au nez en fait. Et qu'on lui dise, démerde-toi, au point où la porte a claqué tellement fort que Mercedes a dû lui retrouver un peu un siège au hasard. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se retrouve à nouveau en DTM suite à son expérience chez Sauber. Parce que Mercedes ne trouve rien en fait. Il trouve rien et on lui dit, bon allez, tu seras pilote d'essai et puis va faire muse en DTM parce qu'on n'a rien pour toi quoi. Tout à fait. Alors, on rappelle un petit peu, Pascal Wehrlein, il a gagné la Formule 4 allemande, il a gagné la F3, enfin, il a fini sur le podium de la F3 Euro Series. Lorsque Mercedes lui dit, si tu gagnes le DTM, tu vas en F1, il gagne le DTM. Chez Manor, il rapporte le seul point de la saison à Manor en étant à un moment coéquipier d'Esteban Ocon. Et au moment où Force India doit faire son choix entre les deux pilotes, elle prend Ocon aussi pour une raison d'attitude. L'année d'après, chez Sauber, il est meilleur que Marcus Ericsson, mais encore une fois, des problèmes de comportement très renfermés sur lui-même, à tel point que tu parlais de sa saison chez Mercedes en DTM après, à la fin de la saison 2018, Mercedes le dégage complètement, et aujourd'hui il y a une écurie Mercedes en Formule E, Pascal Wehrlein n'en est pas. Pascal Wehrlein est chez Mahindra parce que dans le groupe Mercedes, c'est fini pour Pascal Wehrlein, et c'est dommage parce que ça restera un des pilotes comme ça qui avait un immense potentiel, mais trop compliqué à gérer, l'ami Pascal. C'est ça. En 43e position, alors un peu un profil à la Timo Glock, Adrian Sutil qui, après ses premières années en F1, est venu donner un coup de main dans les années 2010, lui et ses sponsors, et l'assurance de toujours avoir des résultats de bonne qualité chez Force India. C'est ça, chez Force India, et qui finit chez Sauber en 2014. La Sauber de 2014, on va pas refaire le détail, mais globalement, c'est pas la Sauber qu'on a connue avant ou après. C'est une daube. Voilà, c'est une daube. Et Sutil est clairement là, comme on l'a dit, comme Glock. Il amène du fric. Il a un coup de volant. Il va être là. Il a un peu d'expérience. C'est pour ça qu'il est là. Exactement. Il sait régler une voiture. Il a un peu d'expérience. Il a du fric. On le garde. En parlant de quelqu'un qui est arrivé là au bon endroit, au bon moment, c'est Vitaly Petrov. 32e de notre classement, pardon. Petrov, c'est aussi un cas particulier. Je te laisse nous l'expliquer. Alors c'est ça, là on s'est gardé les deux meilleurs pour la fin. Petrov, que tout le monde dit, qui lui-même jure dans les journaux qu'il est arrivé en F1 uniquement parce que son père a pu l'aider, qu'il n'avait pas de sponsor, qu'il n'avait rien. On a creusé un petit peu et on va vous le dire concrètement, c'est pas tout à fait ça. Petrov, c'est un petit gars, il avait le choix, il allait repartir pour rempiler une nouvelle saison en GP2 chez Campos. Et au dernier moment, Renault débarque et lui dit, écoute, on a une voiture compétitive, on a Kubica, est-ce que ça dirait d'être numéro 2 ? Alors, je sais pas vous, même si Petrov était loin d'être mauvais, et il avait quand même bien marqué, malgré tout, c'est un peu bizarre. On a un petit gars qui est prêt à rempiler pour une année de GP2, et là, une des meilleures voitures du plateau, une des meilleures écuries de F1 lui débarque et lui dit, écoute, viens avec nous, ça va être cool. Et effectivement, quand on creuse un peu, on apprend que son père avait fait une hypothèque sur la maison pour prendre un prêt pour payer la carrière de son fils. Ouais, sauf que la carrière de son fils, ça lui a coûté plus de 20 millions de dollars. Moi, je sais pas vous, mais c'est pas mon père qui peut hypothéquer la maison pour obtenir un prêt de 20 millions de dollars. Tout à fait, quand on creuse un peu plus, on se rend compte que son père derrière a été largement compensé quelques mois derrière par le premier ministre de la Russie, qui s'avérait être Vladimir Poutine à cette époque-là, qui avait ordonné à Vaz, le conglomérat qui détenait notamment l'ADA à l'époque en Russie, de compenser du coup le père Petrov pour le remercier de son effort qu'il avait fait pour son fils et pour l'image qu'il avait donnée de la Russie dans le sport auto. Donc clairement, une fois de plus, quelqu'un qui était là parce qu'il avait du fric. Et tu parlais de Vaz et de l'ADA.
Aki Vaz a cédé Lada en 2008 à Renault, donc la boucle est bouclée. Mais après, Voilà. si on veut revenir sur le sportif pur, au moment où on a demandé à Petrov d'être efficace s'il voulait avoir sa place en F1, Petrov l'a été, un deuxième du championnat 2009 de GP2 derrière Nico Hülkenberg, et on en reparlera au moment voulu, mais Nico Hülkenberg de cette époque-là, c'est un futur champion du monde. On en a déjà parlé d'ailleurs tous les deux ensemble dans le cas C'est ça. Hülkenberg. Hein. Donc quand tu termines deuxième derrière, tu as largement ta place. Donc en résumé, quand ton père a des liens avec le groupe Otto Vaz qui a des liens lui-même avec Renault, que en plus tu performes en GP2, bah t'as ta place en F1. Et Petrov l'a eu 3 saisons. Bon, la suite a été un peu plus délicat. Retour dans le giron russe avec SMP. Aujourd'hui, il manage un petit peu des jeunes pilotes russes qui vont notamment bientôt arriver en F1. Hein. Et voilà, c'est un peu la vie de Vitaly Petrov aujourd'hui, qui aura connu une carrière au très haut niveau assez courte. Et donc, on arrive à la fin. Il nous reste un dernier, le meilleur. Alors, on va essayer de pas être trop lourd dessus, mais vous vous en doutez, on parlait de fric, on parlait de mecs dont on se demandait qu'est-ce qu'ils faisaient là. On parlait de victoire dans les années 2010, et voilà. bien forcément, c'est Pastor Maldonado qui est 31e de notre classement. Alors Maldonado, que dire sur Pastor Maldonado? C'est bien évidemment l'argent du Venezuela, mais pas que, quand même. Alors oui, Pastor Maldonado, ça reste quand même, je pense, c'est le cas extrême en fait. On parlait justement de Lance Stroll qui a peut-être été desservi par son père, qui a porté trop de fric. Je pense que là, c'est la même chose. Pastor Maldonado, c'est un mec qui avait un sacré coup de volant. On rappelle quand même qu'il fait une victoire chez Williams à Barcelone en tenant Alonso derrière lui pendant les 3/4 du Grand Prix. C'était incroyable, mais en même temps, Pastor Maldonado, on va pas vous en mettre, mais des compilations de crash, vous êtes partis pour la soirée, hein, parce qu'il y en a quand même. Hein. C'est clair, mais tu l'as dit, mais Maldonado, on rappelle qu'il est champion de GP2 en 2010. Les deux pilotes qui sont derrière lui, c'est Sergio Pérez et Jules Bianchi. Voilà. Ça, c'est les mecs qui dominent en GP2. Il arrive en F1, tu l'as dit, il est extrêmement rapide. Il met tout de suite Barrichello à l'amende. Senna, en 2012, on n'en parle même pas. Et véritablement, c'est son côté maladresse qui était encore plus sublime chez Lotus en 2014 et 2015, et qui a commencé à vraiment lui coûter en crédibilité. Et une fois que PDVSA, le pétrolier vénézuélien, est parti de la F1 pour des raisons politiques interne au pays, forcément Maldonado n'avait plus sa place en F1 et a rapidement disparu, mais ça reste quand même un ovni pour un vrai, parce que là quand même on avait du talent, on avait du fric, on avait du n'importe quoi, des crashs, c'est tout ce qu'on voulait voir en F1. C'était pas sur Maldonado. Je pense que ça symbolise cette F1. Je pense que Maldonado, c'est un mec qui avait sa place plutôt dans les années 70-80. Complètement, ouais. Où on avait des mecs comme ça, lunaires, qui avaient un coup de volant génial de temps en temps, du fric à pas savoir quoi en faire. Et voilà, pour moi, Maldonado, c'est une résurgence de la F1 de ces années 70-80 complètement folle, mais en 2010. Exactement. Eh bien écoute, on conclut sur Maldonado. Bien évidemment, bientôt le top 30, hein, encore 3 épisodes. On a hâte de savoir qui sera premier. Suspense est intense. Merci énormément Paul d'avoir été avec moi aujourd'hui. Comme d'habitude, ça aura été un plaisir. Et merci à vous. N'hésitez pas à nous dire surtout votre classement, où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous auriez mis Maldonado dans les 30 ou est-ce qu'il mérite sa place en dehors des 30? Bien évidemment, c'est un débat, hein. C'est pas le seul, mais Maldonado fait partie des débats. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et on se dit à la prochaine pour la suite de ce Power Ranking. Salut Paul. Salut Clément.